Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce samedi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il va prononcer son traditionnel discours sur l'état de la nation qui intervient une fois l'an selon la Constitution. Et puis dans l'actualité, dans la perspective de la recherche de l'unité et la cohésion nationale, le CNSA multiplie des rencontres avec des acteurs politiques pour résoudre les différentes crises au pays. Son président a rencontré le professeur Mokonda Bonza et l'ex-vice-président Azarias Rouberois Maniwa. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. C'est pour demain que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, va prononcer sa traditionnelle adresse à la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Une adresse qui s'inscrit dans le cadre du message annuel tel que consigné dans la Constitution en son article 77 alinéa 3 qui stipule que le président de la République prononce une fois l'an devant le Congrès un discours sur l'état de la nation. Edouard Funda. Dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression de la République démocratique du Congo par les terroristes du mouvement du M23, avec le soutien bien évidemment du Rwanda, que cette adresse à la nation sera faite. Répondant à ses obligations constitutionnelles, notamment en son article 77, qui stipule que le président communique avec les chambres du Parlement par les messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat, il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Les précisions sur plusieurs secteurs sont attendues au cours de cette adresse. Il est attendu notamment une mise au point sur l'augmentation du budget national, la situation socio-économique qui est marquée par l'inflation des prix sur les marchés, ainsi qu'une mise au point sur le processus électoral figure également parmi les priorités attendues dans ces discours. Déterminé à donner au pays une armée forte capable de le défendre, la question des nouvelles recrues feront également objet de ces discours qui arrivent au moment où le pays est agressé par les groupes armés. On change de chapitre pour parler des questions de la bonne marche des relations qui doivent exister entre le gouvernement et le secteur privé congolais qui ont été au cœur d'un échange entre la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et le Premier ministre. Ce jeudi, la délégation du patronat congolais a été conduite par le président de la FEC, Albert Yuma. Selon lui, c'était une occasion pour soumettre au Premier ministre Sama Lukonde les différentes doléances du secteur privé. Suivez-le dans cet extrait. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour deux préoccupations. Les relations privilégiées que nous pensons privilégiées entre l'État à travers son gouvernement et le secteur privé et des sujets sur le climat des affaires qui nous ont préoccupés. Où nous sommes venus faire un plaidoyer pour que les textes soient respectés, que les membres de la FEC soient présents dans les conseils d'administration de ces 4 entreprises. Et au surplus, nous avons aussi fait un plaidoyer pour que des structures qui concernent directement le secteur privé, comme le FPI dont la majorité des recettes viennent du secteur privé ou l'ANAPI, et aussi des membres de la FEC dans leur conseil d'administration. Nous avons, je dois le dire, trouvé un allié au Premier ministre dans ces matières. Il a promis qu'il allait faire le plaidoyer là où il faut. Nous sommes venus à des dossiers prioritaires sur le climat des affaires. C'est les spoliations foncières, notamment celle dont est victime un des membres de la FEC, le groupe Texaf, à travers les sociétés Utex Africa. Là aussi, le Premier ministre nous a promis qu'il allait reprendre ce dossier pour essayer de trouver une solution. Les derniers points, c'est sur les sujets importants, les contrôles intempestifs dans les entreprises, les dossiers de l'ANAPAC, les entreprises de télécommunications. Sur tous ces sujets, le Premier ministre nous a également promis de s'engager personnellement et on s'est donné rendez-vous dans une semaine. L'heure est à la cohésion nationale en RDC face à la crise sociopolitique et sécuritaire qui sévit dans la partie est du pays. Il faut éviter l'enfer et l'hécatombe. C'est le combat que mène le président du CNSA qui est allé à la rencontre des opérateurs politiques pour réfléchir sur les solutions à apporter à cette crise. Il a échangé cette fois-ci avec le professeur Mokonda Bonza et l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Azarias Rouberois Maniwa. Jojo Moulamba nous en dit plus.
C'est pour favoriser la cohésion nationale entre Congolais que le président du CNSA s'est donné à cet exercice de consultation des acteurs politiques congolais. Le pays est agressé et il faut l'implication de tous pour éviter la descente aux enfers. Notre pays est en guerre. Et cette guerre dure depuis longtemps, depuis une bonne vingtaine d'années. Et tel que lui-même et d'autres observateurs voient la situation, il a des inquiétudes. Il a voulu partager ses inquiétudes avec moi. Et je lui ai dit que, comme fils de ce pays, c'est une obligation morale que chacun de nous a pour apporter la petite pierre qu'il peut apporter de manière à ce que le pays n'aille pas. Après l'ancien ministre de l'économie Mokunda Bonza, Joseph Olengankoi, a rencontré l'ancien vice-président de la République Azarias Robero, avec qui ils ont passé au peigne fin la situation politique du pays. Il y a eu des échanges très fructueux avec le président et sa délégation. Et nous avons parcouru les questions du moment à travers le pays et particulièrement la situation à l'Est. Certainement, je suis convaincu que si les échanges qu'ils ont eu avec nous et qu'ils ont eu avec d'autres leaders sont bien exploités, et connaissant la vocation de CNSA et le leadership de son président, je n'ai pas de doute qu'ils vont contribuer de façon significative à aider les pays à aller en unité. Monsieur Robero, c'est quelqu'un qui a assumé beaucoup de fonctions dans ce pays. Et plusieurs épisodes que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des épisodes auxquels on fait l'expérience. Et la force de notre pays est notre diversité culturelle. C'est ça notre plus grande richesse, la République démocratique du Congo. Et beaucoup déjà pensent que c'est de l'or, des diamants. Pour construire un Congo fort et uni, tous les Congolais sont appelés à converger leurs intelligences et à s'unir. Autre chose à présent, unir le monde contre la corruption pour le développement de la paix et la sécurité, tel est le thème choisi cette année pour célébrer la journée internationale de la lutte contre la corruption. À cette occasion, le ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, a dénoncé cette pratique qui est aussi considérée comme un mode de financement des conflits armés. Patience Lokeke. La journée internationale de la lutte contre la corruption est célébrée le 9 décembre de chaque année à la suite de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Pour l'année 2022, cette journée est célébrée sous le thème « Unir le monde contre la corruption pour le développement de la paix et la sécurité ». La corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société et profondément liée au conflit et à l'instabilité qui compromettent le développement social et économique et stoppent les institutions démocratiques et l'état de droit. À l'occasion de cette journée, la ministre de la Justice va dénoncer la corruption comme un mode de financement de conflits armés. Elle a relevé en outre que c'est un obstacle de taille pour le développement qui a un impact négatif sur les différents secteurs de la vie d'un pays. La ministre d'État en charge de la justice a souligné que la RDC est engagée dans la lutte contre la corruption grâce à un cadre légal et institutionnel destiné à la combattre par la création de l'Agence de prévention de la lutte contre la corruption, la redynamisation de l'Inspection générale de finances et de la Cour des comptes, la mise en place de la coordination pour le changement de mentalité. On va parler tourisme dans ce journal à Kinshasa, capitale congolaise. Il s'est tenu ce jeudi 8 décembre au Musée national de la RDC la cérémonie d'ouverture officielle de la deuxième édition de la semaine congolaise du tourisme. Les activités qui ont déjà démarré iront jusqu'à ce dimanche 11 décembre. Enoch Issei pour les détails. Dans le but de permettre à ces secteurs de se réinventer et de relever différents défis qui se présentent en cette période post-Covid.
Cette cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu. Pour elle, le tourisme est inscrit au programme du gouvernement comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers le partenariat public et privé, en créant des conditions propices à son essor en tant qu'industrie. La Semaine congolaise du tourisme est une grande fête sociétale. Cette fête est annuelle et ça regroupe toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur touristique en vue de partager des connaissances ainsi que des expériences sur les avancées du secteur du tourisme et aussi de prendre en compte le défi à relever pour contribuer véritablement à la diversification de l'économie par le tourisme. Il est donc une opportunité pour le rayonnement de l'industrie touristique en mettant en avant-plan la promotion des sites touristiques, la création d'un mécanisme de communication entre les opérateurs touristiques ainsi que l'incitation pour les nouveaux investissements touristiques, a déclaré Catherine Katungu. Au programme des activités, un parc d'exposition avec des stands ouverts pour toutes les provinces, un forum sous forme de panels sera axé sur le développement et la promotion du tourisme, une visite guidée à la découverte de la ville de Kinshasa, une kermesse gastronomique et bien d'autres. Rappelons que cette activité se déroule en marge de la Journée internationale du tourisme, célébrée le 27 septembre dernier et placée sous le thème « Répenser le tourisme pour l'année 2022 ». On quitte le secteur de tourisme pour parler du sport. Les Léopards U20 de la RDC se sont inclinés 1-0 hier à Brazzaville face aux Fauves de l'Obangui de la République centrafricaine en match comptant pour la première journée du tournoi de l'UNIFAC qualificatif à la CAN U20 Égypte 2023. Blessid Kouzola. Programmés pour se dérouler en format de zone, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans ont mal débuté ce jeudi 8 décembre pour l'équipe nationale junior de la RDC. Les Congolais ont raté leur entrée en lice en s'inclinant devant la République centrafricaine sur le score d'1-0 au stade Alphonse Massamba-Déba de Brazzaville. L'unique but de la rencontre a été marqué par Boris Ngbenou à la 30e minute. Les hommes de Michel Dinzey, sélectionneur de l'équipe nationale de U20 de la RDC, n'ont pas réussi à trouver l'égalisation malgré les efforts consentis en seconde mi-temps. La qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie se joue en format tournoi de zone. La RDC, comme le Cameroun et la République centrafricaine, sont accueillis par le Congo-Brazzaville et partagent le même groupe. Ce tournoi réservé aux pays d'Afrique centrale est dénommé l'Union de fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC en sigle. La RDC va ainsi affronter dans 2 jours le Cameroun pour son deuxième match avant de finir contre le Congo-Brazzaville le 14 décembre prochain. Ci-dessous, le classement du groupe après la première journée. La République centrafricaine 3 points, le Congo 1 point, le Cameroun 1 point et la République démocratique du Congo 0 point. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, à l'actualité internationale. Depuis quelques mois, les autorités ghanéennes mettent en œuvre une série de mesures permettant d'accroître l'attractivité du secteur pétrolier local. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a donné jeudi 8 septembre le coup d'envoi des travaux de construction d'un terminal pétrolier dans l'enceinte du port de Takoradi, situé dans l'ouest du pays, un projet budgétisé à hauteur de 98 millions de dollars américains. Edouard Funda. La mise en place de l'infrastructure s'inscrit dans le cadre du plan de développement du port de Takoradi, l'un des plus importants du Ghana. Elle vise à faciliter l'accueil des fournisseurs de services pétroliers et gaziers, des sociétés d'exploration et de leurs fournisseurs pour les activités de base de l'approvisionnement. Par ailleurs, il est prévu également la construction d'une cale sèche flottante d'un coût estimé à 137 millions de dollars. L'ensemble de ces travaux devrait permettre, à terme, de répondre de manière efficace aux exigences du secteur des services pétroliers et gaziers dans l'enclave portuaire de Takoradi, tout en rendant possible la réalisation d'opérations de maintenance sur des navires. Notons que le délai d'exécution du projet n'a pas été divulgué. À en croire les dirigeants ghanéens, le gouvernement garde espoir que le projet de terminal pétrolier et des cales sèches flottantes pour lesquels il donne le coup d'envoi sera achevé dans le délai prévu afin d'éviter le déplacement de coûts.
Le Festival international de la mode en Afrique FIMA, qui se tient jusqu'au 10 décembre 2022 à Rabat au Maroc sur le site historique de Sheila, est une occasion pour les professionnels de la mode d'échanger sur les stratégies leviers pour développer ce secteur. La table ronde qui s'est déroulée en marge de différentes exhibitions a permis aux différents participants et panélistes d'échanger sur le lien intrinsèque entre culture et éducation. Edouard Funda. La table ronde qui s'est tenue le 8 décembre 2022 dans le cadre du Festival international de mode en Afrique FIMA qui se tient jusqu'au 10 décembre 2022 à Rabat au Maroc. Étudiants, chercheurs, peintres, artistes, designers et autres acteurs du secteur culturel ont échangé sur les différentes stratégies pouvant permettre une meilleure promotion du Made in Africa et surtout la création d'une école de la culture africaine. Dans le domaine de la culture intrinsèquement, le continent africain doit encore s'améliorer. C'est le constat fait par Jean-Pierre Elongbassi, secrétaire général de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Cette édition FIMA, au-delà des exhibitions de mode et des différents défilés, met l'accent sur la nécessité qu'il y a aujourd'hui en Afrique de construire une industrie culturelle forte qui pourra participer au développement économique du continent, et ce, à travers notamment l'éducation et la formation des jeunes. Ce journal arrive à sa fin. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce samedi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il va prononcer son traditionnel discours sur l'état de la nation qui intervient une fois l'an selon la Constitution. Et puis, dans la perspective de la recherche de l'unité et la cohésion nationale, le CNSA multiplie de rencontres avec les acteurs politiques pour résoudre les différentes crises au pays. Son président a rencontré le professeur Mukonda Bonza et l'ex-vice-président de la RDC, Azarias Rouberoy Maniwa. Ce journal touche complètement à sa fin. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.